2020, dès le réveil, Michel Onfray, bonjour. Bonjour. vous pouviez commencer la journée avec Michel Onfray. L'après-midi, enchaîné sur l'audition de Didier Raoult au Sénat. Moi, je suis un être très pragmatique. Et en soirée, écoutez débattre Éric Zemmour. En une journée, ces trois intellectuels français ont occupé presque 3h30 de temps d'antenne. Et en quelques années, ces trois bêtes médiatiques sont devenues incontournables. Michel Onfray, 61 ans, Éric Zemmour, 62 ans, Didier Raoult, 68 ans, un philosophe, un éditorialiste, un scientifique, trois parcours de vie différents et pourtant, c'est à la même France que s'adressent ces trois intellectuels. Celle des traditions, celle du bon sens populaire. Il y a d'un côté les gens qui méprisent le peuple, comme par hasard. Ce sont les gens qui détestent les gilets jaunes, comme par hasard. Ce sont les gens qui détestent le professeur Raoult, comme par hasard. Ce sont des gens qui nous détestent aussi. Une proximité avec le peuple qui leur vaut d'être souvent considérés comme les nouveaux populistes. Oui, bien sûr, je suis populiste, moi, oui, bien sûr. Vous êtes où? Ah, dans le camp des populistes. Mais alors sans hésitation. Vous savez ce qu'on dit? Il fait du populisme sanitaire. Non, mais est-ce que je me fous de ce qu'on dit? Quelles sont leurs différences de style, de méthode? À qui plaisent-ils? Pour Didier Raoult, ses premiers fans sont à Marseille, son fief. Ici, son simple nom déclenche les superlatifs. Moi, coup de chapeau à monsieur Didier Raoult. C'est un type génial, hein? Il est franc, voilà, il dit tout haut ce que les gens ils pensent tout bas. Un engouement qui va au-delà de la simple ville de Marseille. Sur Facebook, les pages de soutien affichent des centaines de milliers d'abonnés. Généralement, des personnes assez âgées qui proviennent des catégories sociales supérieures. Bonjour madame. Éric Zemmour, lui aussi, est capable de déplacer les foules. Bonjour. Tous ses livres sont des succès de librairie. Son public se montre tout de suite plus engagé politiquement que celui de Didier Raoult. Pour moi, il a un petit peu un aspect prophétique. Et l'un des aspects du prophète, c'est de dire les choses comme elles sont. Continuez à résister. Hein. Merci monsieur. Prenez cher monsieur. À bientôt, bon après-midi. Une de ses signatures se déroule dans cette librairie, proche de l'extrême droite. J'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce qu'il dit? Tout ce qui est en rapport avec l'immigration, par exemple. Tout a changé. On est conforme à l'islam ou on dégage. Ça bouge, ça craque, ça truc. Il a des vraies idées. Je suis content qu'il soit là pour les exprimer, pour parler avec vous. C'est Michel Onfray. Chez Michel Onfray, le public est plus disparate. Des sympathisants de gauche, mais aussi de droite, voire au-delà. Une popularité chez les extrémistes de tous bords, dont il aime se jouer. Merci à vous d'être venus si nombreux faire le jeu du Front National. Ici aussi, comme pour Éric Zemmour, on vient écouter celui qui est considéré comme un libre penseur. J'aime bien son côté anticonformiste, avec un discours courageux, je trouve. Il ne se croit pas obligé d'utiliser le politiquement correct, c'est ça qui me plaît. Ce sont des personnes qui vont à la fois avoir des vraies valeurs de gauche sur les questions économiques, mais qui vont aussi vouloir une sorte de souverainisme qui ne soit pas seulement sur la question économique, mais aussi sur la question culturelle. Les trois hommes ont des publics différents, mais ils rassemblent sur le même sentiment. Ils sont en phase avec toute une partie de la population qui est très défiante vis-à-vis de toute parole verticale qui descendrait d'en haut, des médias dits, avec 36 guillemets, officiels. Et donc ces figures, aujourd'hui, se sont positionnées sur ce discours de rupture. C'est ça sans doute qui fait le succès dans une société, encore une fois, marquée par la défiance vis-à-vis de tous les pouvoirs. Onfray, Zemmour, Raoult, trois personnalités qui suscitent de l'adhésion, mais qui divisent aussi profondément. Michel Onfray s'est fait de nombreux ennemis. Plusieurs livres l'accusent même d'imposture intellectuelle.
Didier Raoult, lui, est poursuivi devant le Conseil de l'Ordre par ses pairs pour avoir enfreint 9 articles du Code de déontologie médicale. Rien à voir, cependant, avec Éric Zemmour, qui a été condamné par la justice française à 3 reprises. À chaque fois, pour provocation à la haine raciale. Ces sorties se font désormais sous haute protection. Ces 3 intellectuels s'approchent ou franchissent parfois carrément la ligne rouge, car ils pratiquent à outrance un art très singulier, l'art de la polémique. Ce 30 avril 2020, le professeur Raoult ne fait guère dans la nuance. Honnêtement, je ne veux pas vous faire de peine, mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Cet autre jour, c'est Éric Dupond-Moretti qui fait les frais de la faconde d'Éric Zemmour. Oh là là. Soufflez. Mais vous êtes comme tapis, vous êtes un ringard, Dupond-Moretti. On se croirait dans les années 80. Il y a autant de jeunes qui votent. Il appartient à cette nouvelle catégorie de chroniqueurs qu'on a appelés des snipers, qui sont là pour s'opposer et pour détruire l'autre. Zemmour était payé pour ça, et puis les autres suivent finalement ce mouvement où on crée de la polémique de toute façon. Mélenchon, il est dégagiste, il devrait s'appliquer cette théorie-là à lui-même, parce qu'il n'est plus crédible. Il a dit « donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai ». Je ne suis pas bien sûr que si on le lui donnait, il le rendrait vraiment. Il a un passé... Le style Onfray, c'est un mélange de savoir philosophique relativement classique et de hargne. Il jouit presque d'aller toujours un peu trop loin. Il aime bien taper très fort. Il aime bien vraiment envoyer des directs, des uppercuts, des crochets, quitte parce que ces mots dépassent sans doute sa pensée. Et d'ailleurs, après, parfois, à regretter ou à nuancer. Onfray, c'est un style de puncher. On n'est pas dans le robinet d'eau tiède idéologique, c'est le moins qu'on puisse dire, ni dans un discours qui serait très très compassé sur la forme. Élodie Mielzarek, sémiologue, a accepté pour nous de décrypter et d'analyser le discours et le comportement de ces 3 personnalités. En 2007, et c'est mon dernier exemple, Nicolas Sarkozy fait une campagne sur l'identité, le fameux Karcher, vous vous souvenez, on va vous passer le Karcher. Il promet le Karcher et on a Kouchner. C'est presque un jingle de publicité. Et c'est parce que justement, il manie aussi ce registre-là que ses prises de parole sont percutantes. Ils savent user de tous ces codes télévisuels qu'eux-mêmes peuvent dénoncer par ailleurs. Donc là, il y a un paradoxe, mais en tous les cas, effectivement, ils savent très bien jouer avec la caméra. Michel Onfray, donc notre invité ce soir, philosophe, écrivain. Bonsoir Éric Zemmour, Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes journaliste et essayiste. Bonjour professeur Raoult, merci beaucoup de nous recevoir dans votre IHU de Marseille. En particulier dans cette... Ils savent en jouer, car tous les 3 n'en sont pas à leur première télé. Cela fait 30 ans qu'ils sont reçus en plateau ou interviewés. Michel Onfray, vous avez quel âge? Vous avez 30 ans? La première télé de Michel Onfray remonte à 1989. Il a 30 ans. Il est alors jeune professeur de philosophie et vient d'écrire son premier livre. Vous avez écrit ce bouquin en combien de temps? 4 jours. En 4 jours? 4 jours, oui. C'est un bouquin de philo, faut le dire. Hein. Oui. Matin, midi et soir, la nuit également, enfin 4 jours pleins. Ça vous a gratouillé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'avais la chance de profiter de vacances puisque j'ai eu un infarctus qui m'a arrêté 4 mois, qui m'a séparé de mes élèves. Je savais plus quoi faire. J'ai rencontré une diététicienne déplorable qui m'a donné envie de rédiger ce texte-là. J'ai fait très rapidement. Le premier plateau d'Éric Zemmour date, lui, du 14 janvier 1995 dans une émission de débat politique. Il a alors 37 ans. C'est un jeune éditorialiste à Info Matin. Et déjà, il n'attend pas sagement qu'on lui donne la parole. Après, les programmes économiques notamment. Mais... Il y a 2 choses. D'une part que, effectivement, Pasqua a choisi un mauvais moment. C'est-à-dire qu'il avait rêvé d'être... C'est paradoxal de dire ça. Oui, tout à fait, mais parce qu'il avait rêvé d'être le sauveur de l'élection. Nous recevons pour en parler notre invité, qui est Didier Raoult, le président de l'Université de la Méditerranée. Bonjour. Didier Raoult, bonjour. Lors du premier plateau de Didier Raoult en 1997, ce qui frappe d'abord, c'est son look de premier de la classe. Le cheveu est discipliné et l'homme est rasé de près. La ville de Marseille est déjà sa priorité. L'université appartient aux gens qui sont autour et donc c'est un lieu de savoir et il est important que ceux qui font des conférences dans le monde entier fassent aussi quelques conférences à Marseille. 3 fortes personnalités qui font parfois preuve d'autorité
voire d'autoritarisme. De gauche et de droite, vous l'assumez. Vous avez déjà fait beaucoup d'approximations depuis 1 heure. Vous me présentez comme un polémiste. Tu pas un polémiste? Moi, je vous ai présenté comme un philosophe. Non, j'étais là, j'ai entendu un polémiste qui veut rassembler les souverainistes de droite et de gauche. Non. De droite, de gauche, d'ailleurs et de nulle part. C'est pas exactement la même chose. Les amis de M. Zemmour prônaient la fermeture des frontières. Alors attendez. La fermeture des frontières, ça veut dire la faillite de la Côte d'Azur, la faillite de toutes les régions de tourisme. Ça va très bien qu'on ne pas au tourisme. Un autre chiffre, M. Zemmour. Attendez, j'aimerais bien dire quelque chose. Mais non, mais pourquoi? Mais parce qu'il parle de chiffres. Mais justement, moi, je vais vous donner les chiffres. Non. Si, s'il vous plaît. Depuis le début, vous savez que j'étais en désaccord avec le Conseil scientifique, parce que pour moi, la question, c'était pas de savoir si on avait protocolisé les gens dans un essai pour la remdesivir, dont le résultat ne sortirait pas avant la fin de l'épidémie. C'est notre molécule. N'auriez-vous pas eu le temps de faire les deux, du soin et de la recherche, parce que vous aviez une super cohorte de 3700 patients. Vous auriez pu faire un groupe contrôle, comme ça on aurait pu savoir ce qui relevait de l'évolution naturelle de la maladie. Non mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi, je vous le dis, moi... Vous avez été décrit par certains comme un druide, comme un rocker, comme un gourou, comme un génie ou même comme un fou. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces expressions? Non, pas du tout, puis je m'en fiche, honnêtement. Vous vous en fichez? Vous avez joué un peu de ça, non? Pas du tout. Non, mais vous croyez vraiment que je joue? Enfin, vous n'êtes pas lucide. Hein. On voit ce passage-là, on a envie de sortir les pop-corns, c'est le spectacle, c'est ce que je vous disais, c'est la joute oratoire. Et là, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et franchement, quand on est spectateur, ça nous ravit. Rien ne fait peur à ces tribuns. La contradiction, l'opposition les galvanise. Ils aiment ça. Car dans cette joute oratoire, ce qu'ils veulent, c'est convaincre. Quitte à parfois mentir et être de parfaite mauvaise foi. Le 30 avril, voici ce que le professeur Raoult déclarait sur notre antenne. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole, donc ils se fixent. Mais la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens, si vous voulez. 2 mois plus tard, à l'Assemblée nationale, quand Brigitte Bourguignon, la présidente de la commission, le met face à ses contradictions, il n'hésite pas à mentir. Quant à la deuxième vague, je ne sais pas d'où sort ce fantasme journalistique, mais je n'ai jamais dit ça. Donc je n'ai pas parlé ni de rebond, mais prononcé le mot de deuxième vague, qui est un mot que je réserve à ceux qui l'utilisent, mais je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour vous répondre. Didier Raoult qui continue aussi de défendre les vertus de l'hydroxychloroquine, malgré plusieurs études qui dénoncent son inefficacité. Pour ses détracteurs, Éric Zemmour va plus loin. Le journaliste, déjà condamné pour incitation à la haine raciale, déforme la réalité pour servir son propos. Exemple, dans son livre « Le suicide français », il affirme que Pétain a sauvé certains juifs français et sur le plateau télé de France 2, il va réaffirmer cette théorie. Vichy fait un pacte avec le diable. Il négocie avec les Allemands. Ils disent « On vous donne les juifs étrangers et vous ne touchez pas aux juifs français ». Une affirmation totalement fausse selon les spécialistes de cette période, comme Laurent Joly. Il jette la confusion sur ce qu'était le régime de Vichy et il relativise systématiquement les crimes de la collaboration. Il ne cherche pas le vrai dans le passé, il cherche ce qui est dans son optique. Il est redoutable, c'est-à-dire que c'est vraiment un passeur des idées d'extrême droite, en fait les plus basiques. Cet autre historien a même publié un livre pour dénoncer les méthodes d'Éric Zemmour. Pour lui, le polémiste ne respecte aucune règle scientifique. C'est un journaliste qui falsifie le mot « histoire ». Parce que le mot « histoire », vous voyez, on peut dire n'importe quoi. Enfin, le mot « histoire », on peut dire chacun est historien quand il raconte sa vie, je dirais. Alors que nous, le sens qu'on lui donne, c'est un sens scientifique, qui est codifié. Si vous voulez, nous, quand on a des étudiants, pour qu'ils soient recrutés, pour qu'ils réussissent leur thèse, il y a un protocole de preuves, d'archives, etc., etc. Ce que Zemmour ne fait jamais. Zemmour, dans ses livres d'histoire, dans ses histoires de France, il va piquer le travail des autres, il le bricole à sa sauce, et puis il se dit historien. Michel Onfray, lui aussi, a dû se défendre d'accusations de mensonges. Le 21 avril 2010, le philosophe, dans un livre, déboulonne la statue de Freud et crée la polémique. Un ouvrage truffé d'erreurs et d'approximations selon cette psychanalyste spécialiste de Freud.
J'en ai relevé environ 450, ce qui est énorme. Il parle de la déportation des sorts de Freud et il dit que c'est à Auschwitz. Quand on regarde ça, et qu'il rencontre le commandant d'Auschwitz. C'était à Treblinka, c'était d'autres camps. Les dates sont fausses, les interprétations des textes qu'on doit contextualiser sont fausses. Si vous voulez, tout est comme ça. Michel Onfray lui répond dans une lettre envoyée à Mediapart. C'est un tissu d'insultes, de mensonges, de contre-vérités qui la ridiculisent gravement plus qu'elle ne me nuise. Il ne revient pas pour autant sur les 450 erreurs qui lui sont reprochées. Malgré ou à cause de ces querelles, le livre s'est bien vendu. 150 000 exemplaires, dont 100 000 les 2 premières semaines au moment de la controverse. Le scandale est lucratif, mais il a une autre vertu. Offrir une tribune à ceux qui les déclenchent et surtout à leurs idées. Zemmour, Onfray, Raoult, tous les trois ont un ennemi, mais il n'est pas forcément le même. Pour Éric Zemmour et Michel Onfray, les méchants ce sont les élites qui écrasent le peuple. Pour Didier Raoult, c'est Paris qui écrase Marseille. Les petits contre les gros, le peuple face aux élites, cela rappelle furieusement cette idéologie, le populisme. 2 d'entre eux l'assument complètement. Oui, bien sûr, je suis populiste, moi, oui, bien sûr. Parce que vous savez... Vous êtes populiste, vous le dites. Oui, bien sûr. Parce que ceux qui ne le sont pas s'appellent des populicides. Les nationalistes, souverainistes, populistes, vous êtes où? Ah, dans le camp des populistes. Mais alors sans hésitation une seconde, je pense que le populisme est aujourd'hui le cri de survie des peuples européens qui ne veulent pas mourir. Didier Raoult, lui, n'est pas aussi clair. Vous savez ce qu'on dit? Il fait du populisme sanitaire. Non, mais est-ce que je me fous de ce qu'on dit? J'ai pensé qu'il n'était pas normal que les gens n'aient pas accès à la connaissance que je crois actuelle directement. Et que Didier Raoult, c'est clairement le médecin anti-système, comme Zemmour est le journaliste anti-système journalistique, comme Onfray est l'intellectuel anti-système intellectuel. Didier Raoult, c'est un gars qui a un look de batteur de groupe de hard rock, il est à Marseille, il n'est pas à Paris, il défend un médicament que les pontes de la médecine française critiquent violemment, il parle un langage assez direct, parfois assez trivial, alors que les médecins d'habitude ont un langage un peu plus en componction technique. Donc effectivement, ils parlent directement aux gens. La communication directe, c'est aussi le leitmotiv de Michel Onfray. Parler au peuple sans intermédiaire, sans passer par les circuits traditionnels. Pour l'éducation, il crée ainsi sa propre université en 2002. L'université populaire, afin, dit-il, de démocratiser la culture et d'ouvrir les savoirs au plus grand nombre. Il y a la place pour 2 façons de faire, une université qui, elle, reproduit le système social, et puis une autre qui est gratuite, ludique, joyeuse, et qui fait circuler le savoir pour lui-même, et pas pour fabriquer des diplômes ni des pions dans une société. Pour la communication, en 2016, il lance sa propre chaîne sur Internet avec abonnement. Chaque semaine, il poste des vidéos pour réagir à l'actualité. On a bien vu que le projet politique d'Emmanuel Macron était très flou au moment de la campagne présidentielle. Il met en avant ses interviews et répond aux questions de son public, quel que soit le thème. Une manière de contourner les médias qu'il juge trop élitistes. Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui entrent dans cette catégorie de personnes, en tout cas dans cette idée, dans cette pensée, avec lesquelles vous avez envie de travailler? Ce sont des gens que vous ne connaissez pas, qui existent et que vous n'inviterez jamais parce que ce sont les gens du peuple qui font... Ça fait beaucoup de certitudes en une phrase. Expliquez-moi pourquoi vous êtes aussi sûr du fait que, 1, je ne les connais pas, et 2, je ne les inviterai pas. Parce que c'est un ami berger, par exemple. Pourquoi je ne recevrais pas un ami berger? Parce que, sauf s'il met un gilet jaune, vous l'inviterez, parce que à ce moment-là, vous aurez des raisons de l'inviter. Comme on s'inscrit en rupture au discours dominant et qu'on n'a pas confiance dans les médias, entre guillemets, bien pensants, on se construit son propre canal de communication de manière non médiatisée. On souhaite s'adresser directement au public et les réseaux sociaux permettent de le faire. À Marseille, Didier Raoult a lui aussi sa propre chaîne.
Depuis plusieurs années, on filme les séminaires qui se déroulent dans nos murs, donc avec une caméra et une prise de son. Et aujourd'hui, les vidéos hebdomadaires de Didier Raoult, en fait, c'est la simple continuité de ces vidéos qu'on faisait à une époque où elles faisaient quelques centaines de vues, mais avec un contenu que j'invite chacun à redécouvrir. Donc voilà, avec une idée très simple, c'est donner des éléments scientifiques sur des problématiques actuelles. Quelles sont vraiment leurs idéologies? Qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qui les différencie? Les principaux points de divergence, c'est qu'à l'heure actuelle, le professeur Raoult n'a pas exprimé de volonté politique, et même au sein de ses soutiens, il y en avait une très large partie qui ne se considérait comme, qui ne souhaitait pas qu'il s'engage en politique. Ensuite, Éric Zemmour est beaucoup plus dans un positionnement de droite classique dur que Michel Onfray, qui a plus un positionnement hybride sur les questions culturelles et les questions économiques. L'un des thèmes favoris de Michel Onfray est le souverainisme, qu'il définit de façon binaire. Le souverainisme renvoie évidemment au souverain. Le souverain, c'est celui qui a pouvoir et qui a pouvoir sur soi. Qui peut vouloir ne pas avoir de pouvoir sur soi? Le contraire de quelqu'un qui n'est pas souverain, eh bien, c'est quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui est dominé, c'est quelqu'un qui est assujetti. Ça veut dire que quand on n'aime pas le souverainisme, on aime la suggestion. Éric Zemmour prône, lui, le nationalisme, avec l'identité française comme étendard et un discours clairement anti-immigration. Pour moi, un étranger ou un immigré qui s'assimile au mode de vie français, eh ben, il devient un Français. En revanche, quand un étranger, et quand ils sont nombreux, vivent sur le territoire français et non seulement refusent de vivre comme les Français, mais imposent leur mode de vie qu'ils avaient au pays, pour moi, ça s'appelle des colonisateurs. Éric Zemmour, dans la grande tradition du nationalisme de droite, il véhicule une opposition qui est nous, les Français, contre eux, les autres, les étrangers, les immigrés. C'est un grand classique dans le nationalisme français. Éric Zemmour! Éric Zemmour s'est d'ailleurs affiché le 28 septembre aux côtés de Marion Maréchal lors d'un rassemblement politique. Michel Onfray est, lui, issu de la gauche anarchiste. En 2007, il soutenait Olivier Besancenot et s'est opposé à Jean-Marie Le Pen. Mais aujourd'hui, il est aussi accusé de flirter avec l'extrême droite. Sa nouvelle revue, Front Populaire, a reçu le soutien de Robert Ménard et de Marine Le Pen. Toute initiative qui vise d'abord à ouvrir la liberté d'expression. Ça ne peut évidemment que me réjouir. Céline Pina, qui a publié dans cette revue, réfute l'idée de dérive extrémiste de Michel Onfray. Selon elle, c'est une stratégie du Rassemblement national pour neutraliser le philosophe. Je discute très régulièrement avec Michel. L'homme n'a pas changé, il n'y a pas de dérive. Et les déclarations d'amour du Rassemblement national sont parfaitement fausses. Le but du jeu est de tuer dans l'œuf ce mouvement pour conserver un désespoir ambiant qui ne fait que remplir leur caisse électorale. Que cherche vraiment Michel Onfray? Veut-il un destin politique? Le philosophe tente de rallier d'autres personnalités comme Didier Raoult, qu'il a soutenu publiquement. Mais pour l'instant, il réfute toute ambition pour 2022. Vous serez candidat, vous? Alors là, je suis content que vous me posiez la question, parce que là, j'ai gagné une caisse de champagne. J'ai parié que vous me poseriez la question, alors que j'ai 500 fois répondu, et je n'irai pas. Quant à Éric Zemmour, il a décliné l'invitation de Marine Le Pen à figurer sur sa liste lors des européennes. Il dit préférer propager ses idées dans la société. Pour l'heure, aucun des trois n'est donc candidat, mais tous ont réussi à se faire une place dans le débat public et user de leur pouvoir d'influence.